Il y a des histoires qui ne font pas de bruit, des douleurs qui s'installent lentement, des drames qu'on ne remarque qu'une fois qu'il est trop tard. Dans cet épisode de Cruauté en face, je vais t'emmener là où tout semblait paisible. Un foyer, une famille, un quotidien sans éclat. Et pourtant, derrière les sourires, une noirceur se glissait, doucement, silencieusement, jusqu'à engloutir une vie entière. Tu ne devineras jamais ce qui se cache derrière cette affaire, parce qu'ici, le mal ne s'est pas présenté sous un masque monstrueux. Il avait des clés, il connaissait les lieux, et il a pris son temps. Je suis Généza, et aujourd'hui, je t'invite à entrer dans une affaire où le silence a tué plus sûrement que les cris. Prépare-toi, car parfois, le poison le plus mortel est celui qu'on ne sent pas venir. Larissa Rodrigues a grandi dans une famille modeste mais soudée, à Guara, juste à côté de Ribeirão Preto. Ses parents, discrets et humbles, l'ont élevée avec des valeurs solides, intégrité, travail acharné et loyauté familiale. Bref, le kit complet de la fille bien. Dès l'enfance, Larissa a montré une discipline impressionnante. Elle s'est entraînée à la gymnastique, a décroché un diplôme en sciences du sport et a travaillé comme coach dans un club de fitness. Elle a mené une vie saine, évité les excès et pris soin d'elle avec une rigueur quasi militaire. Côté cœur, une seule vraie histoire, Luis Garnica. Le premier et le dernier, il est devenu son mari. À première vue, l'homme parfait, calme, poli, presque effacé. La famille l'a adopté sans trop de questions. Larissa, elle, croyait dur comme fer à l'idéal familial. Alors même quand leur couple a commencé à tanguer, elle s'est accrochée. Vaille que vaille. Luis, lui, venait d'un tout autre monde. Son père avait été maire de Pontal et lui-même avait étudié la médecine. Sur le papier, c'était brillant. Mais en coulisses, c'était une autre histoire. Très vite, on a compris que sous ce vernis de réussite se cachait un type égocentrique et manipulateur. Au début de leur relation, il n'avait même pas de revenus fixes. C'est sa mère qui lui préparait à manger et lui livrait des petits plats comme à un ado. Et malgré son beau diplôme, ses finances n'ont jamais vraiment décollé. Pourtant, il a trouvé le moyen de mener 2 vies en parallèle, son mariage officiel et une liaison cachée. Peu à peu, l'image qu'il renvoyait aux proches de Larissa s'est effritée. Il est devenu distant, fermé, presque fantomatique. Même à la fin de vie de sa belle-mère, il n'a daigné lui rendre visite que sous la contrainte. Classe, non? Dans les derniers mois, il s'est montré glacial, détaché, blessant. Il rabaissait Larissa sur son apparence, évitait les discussions, effuyait toute tentative de réconciliation. Larissa, elle, a tout tenté, mais lui, il a juste continué à s'éloigner, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elisabeth Garnica, la mère de Luis, a joué un rôle central. À 68 ans, elle avait l'air douce, discrète, presque effacée. Mais derrière cette façade bien lissée, se cachait une manipulatrice redoutable et un sacré passif. Son ex-mari et sa propre fille l'ont accusée d'avoir un sérieux problème avec les jeux d'argent. Endettée jusqu'au cou, elle avait toujours une combine en cours. Il y a même eu des soupçons autour d'un décès étrange dans la famille, une histoire d'argent encore, évidemment. Elle quémandait souvent de l'argent à son entourage, et certains pensaient qu'elle revendait des bijoux qui n'étaient pas à elle. Disons
que ça donne le ton. Au sein du clan Garnica, son comportement divisait. Avec Larissa, elle jouait à la belle-mère parfaite, attentionnée, presque trop gentille. Mais dans les coulisses, elle transmettait régulièrement des infos confidentielles à son fils. Et quand quelque chose d'important concernait sa belle-fille, mystère et boule de gomme, elle ne disait rien. Avec le temps, tout le monde a compris, cette femme a été l'un des éléments clés de l'explosion familiale, une saboteuse en jupon qui a méthodiquement contribué à l'effondrement et à la tragédie. Larissa, Luis et Elisabeth, 3 noms, 3 pions, et une spirale d'événements irréversibles qui s'est enclenchée sans retour possible. Au printemps de l'année 2025, le climat entre Larissa et Luis a viré à la tempête. Les disputes sont devenues fréquentes et la confiance, elle s'est brisée pour de bon. Luis s'est enfermé dans le silence, prétendait souvent qu'il devait travailler tard ou qu'il était de garde, alors qu'en réalité, il allait rejoindre une certaine Laetitia. Larissa n'a pas su son nom tout de suite, mais elle a vite senti que quelque chose clochait, des horaires bizarres, des sautes d'humeur, et ce regard fuyant. Un soir de mars, elle a décidé de vérifier ses doutes. Elle l'a suivi discrètement. Et bingo, Luis s'est dirigé droit vers la maison de Laetitia. Ce soir-là, il avait juré être en poste toute la nuit. Peu après, elle a fouillé sa voiture. Elle y a trouvé des objets personnels suspects et un anesthésique utilisé en médecine. Autant dire que l'histoire parallèle ne faisait plus vraiment de doute. Elle s'est alors tournée vers Elisabeth. Oui, la fameuse belle-mère. Elle espérait un peu de soutien, une épaule. Résultat, Elisabeth a tout balancé à son fils et a reproché à Larissa de l'avoir espionné. Sympa, non? Mieux encore, elle a lâché cette perle intemporelle que les hommes, eh bien, ils sont infidèles. C'est dans leur nature. Larissa, pourtant, n'a pas réagi à chaud. Malgré le coup dur, elle a gardé la tête froide. Son père l'a confirmé. Elle voulait discuter calmement avec Luis, trouver une sortie digne, une vraie. Durant les jours suivants, elle a confié à quelques amis très proches qu'elle pensait au divorce, mais elle leur a demandé de rester en dehors de tout ça. L'une d'elles lui a proposé un appartement vide, juste pour souffler, prendre un peu de recul. Le 15 mars 2025, elle a finalement informé Luis de sa décision. Le mariage s'était terminé. Elle l'a également confirmé à une amie de confiance. Ce qu'elle voulait, c'était apaiser les tensions et préparer une séparation respectueuse. Elle y croyait encore. Larissa avait aussi prévenu son père, mais elle lui avait demandé de ne pas s'en mêler. Elle savait qu'entre Luis et son frère, la moindre étincelle pouvait devenir un brasier. Le lendemain, le 16 mars, Elisabeth Arabassa s'est connectée à Internet pour faire des recherches, pas sur des recettes ou des conseils pour jardiner, non. Elle s'est renseignée sur des substances hautement toxiques. Ce jour-là, elle a justement proposé à Larissa une soupe maison. Et Larissa, qui ne se doutait de rien, l'a acceptée sans méfiance. Quelques heures plus tard, elle a été prise de violentes douleurs abdominales, de crampes, de nausées. Elle s'est sentie très mal. Mais elle a pensé que c'était le stress, ou peut-être un aliment un peu passé. Le 18 mars, elle s'est confiée à une amie proche. Elle lui a dit qu'elle se sentait à bout, épuisée, que son énergie disparaissait à vue d'œil. Luis, lui, restait sourd, fermé, incapable d'avoir une vraie conversation. Pendant ce temps-là, Elisabeth changeait de peau. Elle, qui quelques jours plus tôt critiquait Larissa pour vouloir divorcer,
est soudain devenue très présente. Trop. Elle apportait de la nourriture, passait souvent, s'imposait. Gentille, attentionnée, un brin collante, presque maternelle. Mais quelque chose sonnait faux. Le 19 mars, Larissa a confié à un proche que son état empirait. Elle parlait de frissons, de faiblesse, de douleurs à l'abdomen et d'un malaise général qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Elle a même avoué ressentir une angoisse profonde, presque viscérale. Elle a précisé que c'était nouveau et que ça durait depuis plusieurs jours. Ce message allait devenir l'un de ses derniers témoignages. Le 20 mars, elle a dit à son père qu'elle ne voyait plus d'avenir dans ce mariage, mais elle espérait encore une séparation calme, sans scandale. Ce jour-là, Élisabeth est revenue, encore avec de la nourriture. Larissa, affaiblie, n'a toujours pas fait le lien. Pour elle, ce mal-être, c'était émotionnel, juste un trop-plein de douleur. Et puis est arrivé le 21 mars. Élisabeth est revenue, une fois de plus, avec sa soupe faite maison. Après l'avoir mangée, l'état de Larissa s'est brutalement détérioré. Le soir même, elle ne répondait plus au téléphone. Plus de messages, plus de signes de vie. Et quelques heures plus tard, la nouvelle est tombée. Larissa était morte. Le matin du 22 mars 2025, Luis Garnica a déclaré avoir retrouvé sa femme inconsciente dans leur appartement. Il a raconté qu'il venait tout juste de rentrer d'un service de nuit, qu'il l'avait trouvée au sol et qu'il avait aussitôt commencé un massage cardiaque avant d'appeler les secours. Mais voilà, très vite, des incohérences sont apparues. À 10h25, Luis a envoyé un message à Laetitia pour lui dire que Larissa était morte. Problème ? Les secours, eux, sont arrivés à 10h34 et quand ils sont entrés, Luis était en train de prétendre qu'il tentait encore de la réanimer. Il jurait qu'elle montrait des signes de vie. Les secours, eux, n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre. Le corps était froid, raide, aucune pulsation, aucun souffle. La peau montrait clairement des signes compatibles avec une mort remontant à plusieurs heures. Impossible de la sauver. En réalité, il était déjà trop tard depuis longtemps. Quand la police est arrivée sur les lieux, un détail les a immédiatement frappés. Luis insistait pour une crémation rapide, très rapide, trop même. Il n'a pas informé la famille de Larissa tout de suite et il a commencé de sa propre initiative à remplir les papiers nécessaires pour la faire incinérer. Comme si c'était une urgence, comme si le corps le dérangeait. Sauf que, voilà, dans la culture de Larissa, on enterre les morts. Pas de crémation, jamais. Ce seul choix a suffi à faire grimper les soupçons d'un cran. Et puis, un autre détail a mis tout le monde mal à l'aise. La sœur de Luis, Viviani, était déjà dans l'appartement quand les secours sont arrivés. Selon le gardien de l'immeuble, elle est entrée au même moment que les ambulanciers. Question simple, comment a-t-elle su? Pourquoi était-elle déjà là? Alors que ni la police ni la famille de Larissa n'avaient encore été prévenus. Sur place, les agents ont observé un intérieur visiblement modifié. Les draps avaient été enlevés. Des serviettes roulées, tachées de rouge, traînaient au sol. Dans le panier à linge, plusieurs objets semblaient avoir été utilisés pour nettoyer quelque chose. Pendant ce temps, le médecin urgentiste examinait le corps de Larissa. Et ce qu'il a découvert n'a fait que confirmer les soupçons des aliments non digérés dans l'estomac. Un détail crucial qui a aussitôt déclenché une demande d'analyse toxicologique
complète. L'hypothèse d'une crise cardiaque subite s'est alors doucement transformée en crainte d'un empoisonnement. Le comportement de Luis, ce jour-là, a commencé à ressembler à une mise en scène. Tout semblait calibré pour que sa version, celle du mari dévasté par un drame imprévu, tienne la route. Mais les messages envoyés, les horaires, les gestes, plus on creusait, plus ça sonnait faux. Les enquêteurs se sont aussi penchés sur Viviani, parce qu'elle aussi, visiblement, savait des choses avant tout le monde. Trop vite, trop tôt. De l'extérieur, Luis avait l'air d'un homme brisé, pris de court par une tragédie. Mais en grattant la surface, en étudiant les relevés, les messages, les contes, l'histoire qu'il racontait a commencé à s'effondrer. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement de comprendre ce qui s'était passé, mais qui avait fait quoi, quand et surtout pourquoi. Après l'annonce officielle de la mort de Larissa Rodrigues, l'étau s'est resserré sur Luis et sur sa sœur Viviani. En moins de 24 heures, ils avaient déjà fait des choses qui n'avaient rien d'innocente. Le lendemain de la mort de Larissa, des tentatives de transactions financières ont été détectées depuis ses comptes. Luis a utilisé sa carte pour acheter des produits dans une pharmacie, puis a tenté de retirer de l'argent au distributeur. Certaines opérations ont été bloquées, d'autres ont été refusées. L'une d'elles a même échoué à cause d'un système de sécurité automatique. Quelques jours plus tard, la banque a confirmé que ces tentatives venaient bien de l'un de ses appareils personnels. À Pontal, la ville d'origine des Garnica, une employée d'agence a signalé un comportement suspect. Viviani s'est présentée au guichet, cherchant à accéder au compte bancaire de Larissa, sans procuration, sans aucun droit légal. Une tentative aussi maladroite qu'illégale, qui a immédiatement été consignée et transmise aux enquêteurs. Ce fut la première trace officielle d'un acte d'ingérence dans les affaires personnelles de Larissa. Et sûrement pas la dernière. Pendant ce temps, la famille de Larissa, elle, ne dormait pas. Son frère, en particulier, a commencé à tout remettre en question. Et il ne l'a pas fait à moitié. Il a contacté un avocat, Maître Matus Fernando, et le 24 mars, 2 jours après la tragédie, les premières consultations juridiques ont eu lieu. En ligne, certains ont commencé à murmurer que Larissa aurait pu se donner la mort. Mais ses proches ont catégoriquement rejeté cette idée. Larissa n'avait aucun antécédent psychologique. Elle vivait pleinement, faisait du sport, suivait une thérapie. Elle préparait son divorce. Elle avait des projets, un cap. Elle voulait vivre, pas disparaître. L'avocat de la famille a alors posé une condition claire. Pas de crémation tant que les analyses toxicologiques ne seraient pas terminées. Et heureusement. Parce que ce refus de laisser brûler la vérité allait tout changer. Le médecin légiste a ordonné une autopsie complète, avec analyse toxique approfondie. Enfin, la lumière allait peut-être jaillir du silence. Lors de la première autopsie, les médecins n'ont pas pu identifier immédiatement la cause du décès. Rien de flagrant, rien de visible à l'œil nu. Mais en coulisses, les analyses en laboratoire ont pris une importance capitale. Pendant ce temps, les enquêteurs ont élargi leur champ. Ils se sont penchés sur les preuves numériques. Messages, appels, données GPS, tout a été fouillé. Et les échanges récupérés entre Luis, Viviani et quelques autres ont révélé des choses troublantes. Dans une conversation, Viviani a conseillé à Luis de ne pas mélanger leurs téléphones. Dans une autre, elle lui a rappelé d'évoquer, auprès des autorités, une prétendue histoire de maladie cardiaque dans la famille de Larissa.
Traduction : il tentait de construire une narration médicale crédible, un alibi biologique, de toutes pièces. Face à ces éléments, l'avocat de la famille Rodriguez a agi vite. Il a obtenu le gel complet des comptes de Larissa et restreint l'accès à ses biens. Les agences concernées ont été notifiées. Il fallait stopper net les agissements de Luis et ses associés de l'ombre. Et là, le doute n'était plus permis. La piste du suicide a été entièrement écartée. Les gestes, les paroles, les décisions, tout indiquait un plan orchestré pour maquiller les faits. Pas une tragédie, pas un chagrin, juste une opération de nettoyage. Lui et Viviani ont semblé vouloir effacer les traces, réduire leur exposition, contrôler le récit. Et ça n'a pas échappé aux autorités. L'enquête a donc basculé dans une phase criminelle formelle. Et là, rebondissement glaçant. Environ 1 mois avant la mort de Larissa, un autre membre de la famille est décédé, dans des circonstances étrangement similaires. Natalia Garnica, fille d'Elisabeth Arabassa. À l'époque, personne n'en a parlé. Aucun article, aucune rumeur, silence total. Mais maintenant que l'affaire Larissa faisait du bruit, les enquêteurs sont revenus sur le dossier Natalia. Et ce qu'ils ont trouvé a été loin d'être rassurant. Natalia vivait à Pontal avec son compagnon, une relation stable à 2 pas de la famille. Peu de temps avant sa mort, elle a eu une violente dispute avec sa mère. Sujet : l'héritage et les parts dans l'entreprise familiale. Natalia voulait fonder une famille. Elisabeth n'était pas d'accord. Le compagnon de Natalia a quitté le domicile juste après cette dispute et il a laissé Natalia seule avec sa mère. Une situation que des proches ont qualifiée de très inhabituelle. Dans les jours qui ont suivi, Natalia s'est plainte de maux étranges, mais Elisabeth n'a jamais appelé les secours, jamais. À la place, elle a contacté Luis et Viviani, qui, rappelons-le, étaient dans une autre ville. Il faut environ 40 minutes pour faire Ribeirão Preto, Pontal. Et pendant ce temps-là, Natalia n'a reçu aucune aide. Quand Luis et Viviani sont arrivés, elle allait très mal. Ils l'ont finalement conduite à l'hôpital, mais c'était trop tard. Natalia est morte. Des témoins ont signalé un fait dérangeant. Malgré sa formation médicale, Luis n'a pas insisté pour accélérer les soins. Il s'est surtout inquiété de quand le certificat de décès serait signé. Priorité 1. Ce comportement, heureusement, a été consigné et rouvert dans le cadre de la nouvelle enquête. Au départ, la mort de Natalia avait été classée comme naturelle. Mais avec les nouvelles informations, tout s'est compliqué, d'autant plus qu'un autre détail a refait surface. 2 semaines avant la mort de Natalia, son chien Bobby est mort, soudainement, et sans aucune explication. Bobby était en bonne santé, aucun antécédent. Les autorités ont donc autorisé son exhumation. Objectif : rechercher des traces de poison. L'idée que la substance aurait été testée sur l'animal. Le père de Natalia, Antonio Garnica, a été interrogé. Il a révélé qu'Elisabeth avait plus de 300 000 réals de dettes, principalement liées à des jeux. Et surtout, que Natalia possédait 16% des parts de l'entreprise familiale. Sans enfant, ces parts sont revenues directement à Elisabeth. Antonio a aussi évoqué des tensions très fortes avec son ex-femme, notamment autour de ses parts, et il a affirmé
que Natalia lui avait récemment parlé de menaces reçues de la part d'Elisabeth concernant sa vie personnelle. Et comme si ce n'était pas suffisant, d'autres témoignages ont surgi. Une ancienne amie d'Elisabeth a raconté un épisode glaçant. Un après-midi, après avoir bu du thé chez elle, elle a été prise de douleurs abdominales violentes, puis a perdu connaissance. Elle a survécu grâce au secours, mais les médecins ont soupçonné un empoisonnement. Pourtant, à l'époque, rien n'avait été creusé. Pas de plainte, pas d'enquête, oublié. Mais depuis que le nom de Larissa Rodriguez est sorti dans les médias, d'autres proches du clan Garnica ont commencé à parler. Enfin, une femme, notamment, a révélé qu'Elisabeth lui avait demandé de signer une procuration pour encaisser un versement d'aide gouvernementale. En apparence, c'était juste un petit service administratif. En réalité, c'était une tentative d'accès frauduleux à des fonds. Et là, plus personne ne pouvait nier ce qui se dessinait depuis le début, un schéma, un modus operandi, un poison, une disparition, un profit. Après avoir analysé cette longue série de coïncidences troublantes, les enquêteurs ont fini par poser un premier diagnostic. Pour eux, Natalia aurait été la première victime confirmée, et son chien Bobby, le cobaye, une répétition générale, un test grandeur nature, l'association d'un empoisonnement discret, d'un appel au secours volontairement retardé, de symptômes flous. Et surtout, d'un mobile financier évident, a commencé à dessiner un tableau bien plus sinistre qu'un simple drame familial. À partir de là, l'affaire a changé d'échelle. Les autorités ont ouvert le champ, plus grand, plus profond. En examinant de près les faits, une constante glaçante est ressortie. Le comportement financier d'Elisabeth Arabassa. Toujours à la recherche d'argent frais, toujours à manipuler son entourage, toujours à vouloir mettre la main sur des biens. Une obsession. Et après la mort de Natalia, puis celle de Larissa, cette obsession s'est intensifiée. Les dettes s'accumulaient, la panique montait, et soudain, les morts tombaient, pile au bon moment. Mais ce n'est pas tout. En parallèle des enquêtes autour de Larissa et Natalia, la police a commencé à mettre au jour d'autres histoires, au relent tout aussi toxiques. L'un des premiers témoignages est venu d'Antonio Garnica, l'ex-mari d'Elisabeth. Il a parlé d'un décès passé resté sous les radars, celui de sa cousine, Élide, 4 ans plus tôt. Élide avait prêté de l'argent à Elisabeth et la veille de sa mort, elle s'était vue. Après cette rencontre, Élide n'a plus donné signe de vie. Son corps a été retrouvé chez elle. Pas de lutte, pas de traces. Cause du décès, jamais établie. Enterrée au sens propre. Mais maintenant que les pièces du puzzle s'assemblaient, cette affaire a été réexaminée et reclassée. Non plus naturelle, mais potentiellement criminelle. Et ce n'était que le début. Une autre femme, une ancienne amie d'Elisabeth, a elle aussi fini par parler. Longtemps après les faits. Elle a raconté qu'un jour, après avoir pris le thé chez Elisabeth, elle s'est sentie prise de vertige, nausée, confusion mentale. Et là, Elisabeth lui a tendu une capsule bleue, un médicament pour la tête, soi-disant. Elle l'a avalé. Le soir même, direction l'hôpital. Les médecins ont détecté une exposition toxique sans pouvoir identifier la substance. À l'époque, elle n'a pas porté plainte. Elle avait peur des complications, du système, d'Elisabeth. Mais quand l'affaire Larissa a éclaté dans la presse, elle a fini par contacter l'avocat de la famille Rodriguez. Mieux vaut tard que jamais. Et ce n'était toujours pas fini. Une autre femme a déclaré
qu'Élisabeth avait tenté de lui faire signer une procuration liée à une compensation judiciaire qu'elle devait recevoir. Selon elle, Élisabeth voulait simplement l'aider avec les papiers. En réalité, elle voulait sans doute mettre la main sur les fonds, une stratégie qu'on commence à bien connaître. À ce stade, les enquêteurs n'avaient plus de doute. Un schéma se dessinait. Élisabeth approchait des femmes financièrement stables, se liait d'amitié avec elles, et peu après, ces femmes tombaient malades. La police a donc lancé un appel public. Toute personne ayant vécu une situation suspecte avec Élisabeth Arabassa a été invitée à se manifester, et d'autres unités d'enquête ont été mobilisées, y compris celles qui avaient traité des décès inexpliqués dans l'entourage Garnica. Trop de cas, trop de ressemblances, trop d'évidence. Et puis, l'analyse toxicologique est enfin tombée. Les experts légistes ont confirmé la présence d'un composé dérivé du phosphure de zinc dans le corps de Larissa. Une substance interdite à la toxicité extrême. Et là, tout a basculé. Luis et Élisabeth avaient maintenu leur version. Mort naturelle. Mais ce poison a pulvérisé leurs mensonges. Puis est arrivée une autre pièce du puzzle, une vidéo, les caméras de surveillance du complexe résidentiel. On y a vu Luis arriver à l'appartement plus tard qu'il ne l'avait déclaré, et Viviani, elle, juste avant l'arrivée des secours. Des horaires qui contredisaient totalement leur témoignage. Alors on a repris les faits, un par un. La présence d'un toxique interdit, les recherches en ligne sur des poisons, les tentatives de manipuler la cause du décès, les preuves altérées, les incohérences d'horaires, les déclarations mensongères. Tout ça formait une chaîne claire et logique. Et à la fin de cette chaîne, il n'y avait plus de doute. Larissa n'était pas morte par hasard. Sa disparition avait été planifiée, coordonnée, exécutée, à plusieurs mains. Ce n'était plus une simple enquête, c'était une instruction pour homicide prémédité. Et cette fois, le piège ne s'est pas refermé sur la victime. En avril 2025, l'enquête sur la mort de Larissa Rodriguez a abouti à des mises en accusation formelles contre Élisabeth Arabassa, Luis Garnica et Viviani Garnica. Tous trois ont été accusés d'homicide volontaire par empoisonnement. Les preuves, des analyses toxicologiques, des messages accablants et de nombreuses contradictions dans leurs témoignages. Élisabeth, la mère, avait préparé les repas de Larissa, recherché des substances toxiques, mis en place un plan pour dissimuler le crime et coordonner les actions avec ses enfants. Luis a été accusé de complicité. Il connaissait les intentions de sa mère, n'a rien fait pour l'en empêcher, a détruit des preuves et a poussé à une crémation rapide. Quant à Viviani, la sœur de Luis, elle a effacé des données, tenté d'accéder au compte bancaire de Larissa et aidé à créer un faux récit. Des messages extraits de son téléphone prouvent qu'elle connaissait la mort de Larissa avant même l'appel au secours. En parallèle, la justice a rouvert le dossier de Natalia Garnica, une autre membre de la famille décédée plus tôt dans des circonstances suspectes. Absence d'analyse toxique à l'époque, aucun secours apporté et un chien mort peu avant. Possible test. Ce dossier est désormais traité comme une affaire criminelle distincte. Suite aux interrogatoires, Élisabeth et Luis ont été placés en détention, tandis que Viviani a vu ses déplacements restreints, passeport confisqué, interdiction de quitter la région. Les avoirs de la famille Garnica ont été gelés.
L'affaire a suscité une vive réaction médiatique et soulevé la question du rôle défaillant des services sociaux. Le procès a débuté en juillet 2025. Les chefs d'accusation, homicide aggravé, complicité, destruction de preuves et tentative de détournement d'héritage. Les procureurs ont présenté en détail les faits, les messages échangés et les preuves numériques. Les médecins légistes ont confirmé la présence de phosphure de zinc dans le corps de Larissa. La défense a tenté de contester les résultats sans succès. Luis a nié avoir su quoi que ce soit, mais des enregistrements ont prouvé sa complicité. Viviani a déclaré vouloir seulement aider son frère, mais les preuves ont démontré sa participation active à la dissimulation et à l'entrave à la justice. Quant à la mort de Natalia Garnica, bien que le poison n'ait pas été détecté, le comportement d'Elisabeth et un possible mobile financier ont renforcé les soupçons. Le juge a conclu à un crime froid, calculé, motivé par l'argent. L'usage du poison a été qualifié de méthode particulièrement cruelle. Les accusés ont non seulement pris une vie, mais ils ont tenté de faire disparaître toute trace pour mieux en profiter. Le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire Larissa Rodriguez. Elisabeth a été reconnue comme l'instigatrice principale du crime. Luis a été jugé complice direct, tandis que sa sœur Viviani Garnica a été considérée comme une complice active ayant participé à la dissimulation. Les peines prononcées sont les suivantes. Elisabeth, 30 ans de réclusion dans un établissement de haute sécurité sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Luis, 22 ans de prison, accompagné d'une interdiction définitive d'exercer la médecine. Viviani, 12 ans, dont 6 à purger sous surveillance électronique stricte, avec des restrictions de déplacement. La famille de Larissa, présente à chaque audience, a accueilli la décision avec dignité et soulagement. Leur avocat, profondément engagé, a joué un rôle déterminant dans la conservation des preuves, le gel des comptes et l'ouverture d'une seconde enquête. Ce procès a marqué un tournant. Il a entraîné des révisions dans d'autres États pour des dossiers similaires, notamment ceux sans autopsie. Certains parlementaires ont même proposé de rendre obligatoires les analyses toxicologiques dans toutes les morts suspectes. L'affaire, d'abord présentée comme un accident domestique, s'est révélée être un meurtre soigneusement planifié. Si la vérité a triomphé, c'est grâce à la ténacité des proches, à l'implication des professionnels du droit et au travail rigoureux des enquêteurs. Ce verdict l'a prouvé. Même les crimes les plus méthodiquement orchestrés ne peuvent échapper à la vérité lorsqu'elle est défendue avec persévérance. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.